Bonjour. Bonjour, avec Pascal Morel et Renaud Degas, nous sommes ravis d'accueillir Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, depuis le 17 mai dernier, ça fait donc 7 mois. Un nouveau débat des contrepoints de la santé. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation, car vous êtes pour nous un peu une énigme. Vous imposez la vaccination chez les nourrissons, ce qui n'est pas forcément très populaire. Vous tensez les fumeurs, vous dites qu'on n'est franchement pas bon pour la prévention, vous déplorez les actes non pertinents, inutiles, les interventions chirurgicales qui ne devraient pas avoir lieu, les capacités managériales de certains, chacun en prend un peu pour son compte, même la mutualité. Vos propos sont francs et directs, et pourtant, on n'entend quasiment que des félicitations à votre égard. La presse fait assaut de louanges, et dans notre sondage, 4 Français sur 10, 43% exactement, considèrent que votre politique va dans le bon sens. Alors quel est votre secret? À la fois et en même temps, avoir des propos peu à même et rester populaire. Ce capital sympathie vous permettra-t-il de transformer en profondeur, comme vous le dites, notre système de santé, malgré les mesures difficiles qui s'annoncent? Pascal, première question. Oui, bonjour madame, et bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, une pensée pour les enfants de Milas et leurs familles éprouvées ce matin. Mais vous voyez, madame, ce drame illustre la première question que nous voulions vous poser. À la fois, vous êtes la ministre, comme le dit Philippe, la ministre de la Solidarité, donc tournée vers les autres. Vous devez panser les plaies des Français éprouvés. Et puis, vous vous revendiquez, de plus en plus d'ailleurs, comme une adepte de la raison, et en tout cas de la science, de l'innovation également, du progrès et de l'innovation. Alors, la question n'est pas nouvelle, mais comment concilier ces valeurs? Votre gouvernement va-t-il tenir les deux bouts, et quel sens vous donnez à la solidarité de nos sociétés riches, nos sociétés modernes, nos sociétés inégalitaires et également vieillissantes? Nous savons également que vous portez une réforme de la retraite, et nous savons également que les jeunes, et d'ailleurs les jeunes étudiants et les jeunes étudiants en médecine ne vont pas toujours d'ailleurs très bien. On vous écoute. Bon, vaste question. Ça, il y a un écho, ça va? Ça marche. Bon. Donc, c'est une question difficile. La solidarité, elle est, pour moi, le levier de la cohésion sociale. Et je suis très attachée à notre société solidaire. Je pense que la France a des atouts, des acquis extraordinaires dans le champ de la solidarité grâce à la sécurité sociale, que c'est une richesse collective immense et qu'il faut la protéger. On voit bien que cette sécurité sociale a été un amortisseur des crises, de certaines inégalités, même si elles persistent. Et pour moi, il est indispensable de réussir à préserver ce qui fait cette cohésion sociale à la française, même si elle est imparfaite. Et mon souhait, évidemment, c'est de l'améliorer, de faire en sorte que les jeunes, notamment les prochaines générations, puissent en profiter comme on en a profité. Parce que c'est ça le défi, en fait, aujourd'hui, c'est d'être certain que ce système soit pérenne, vu les difficultés qui nous attendent, le vieillissement de la population, les maladies chroniques, le poids financier de cette solidarité. Et donc, pour moi, c'est mon défi de préserver, d'améliorer ce système pour un maximum d'équité et pour sa pérennité. C'est le défi de votre gouvernement également. Vous savez, les critiques qui sont portées. C'est un gouvernement qui, le président de la République l'a toujours dit, a pour vocation à la fois de libérer les énergies et de protéger les plus fragiles. Et nous avons déjà commencé dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, enfin de la loi qui a été votée en décembre. Nous avons d'ores et déjà
fait des choix, fait des arbitrages en faveur des personnes les plus fragiles, c'est-à-dire les adultes handicapés qui perçoivent l'AH avec une revalorisation, le minimum vieillesse avec une revalorisation, et des choix très clairs que j'ai faits en termes de politique familiale pour être beaucoup plus accompagnante des familles monoparentales aujourd'hui, qui sont les plus pauvres de France, et on voit bien que ces femmes-là n'arrivent pas à accéder à l'emploi, ont des difficultés en termes de parentalité, et je pense que ça, c'est un défi pour la cohésion sociale et pour certains de nos quartiers. Donc nous avons énormément agi pour les femmes seules. Votre métier de ministre, vous l'avez appris très rapidement. Comment se sont faits les premiers pas? On a l'impression que vous avez toujours été ministre. Non, non, pas du tout. Mais c'est un système, en tous les cas, le système de santé que je connaissais très bien. Donc, évidemment, les sujets ne m'étaient pas étrangers. Et donc, je pense que j'ai pu m'approprier les difficultés ou les arbitrages à faire extrêmement rapidement, parce que cela fait 25 ans que je sillonne le monde de la santé française, soit dans le cadre du terrain, évidemment, avec mon activité professionnelle hospitalière pendant 25 ans, soit du côté des institutions. Donc ça m'a énormément aidé parce que c'est un parcours, je dirais, assez complet dans le champ de la santé. La seule chose qui me manquait, c'était peut-être d'être médecin libéral. Mais qu'est-ce qui vous a étonné dans le métier de ministre ou qui vous a surpris, déplu? Rien. Comment vous trouvez, en d'autres termes, comment vous trouvez les professionnels de santé et les médecins? Effectivement, ce que disait Philippe, c'est-à-dire qu'en réalité, on vous sent à la fois intéressée, mais peut-être plus exigeante vis-à-vis d'eux. Mais je parle vrai, et c'est facile pour moi. Donc je dis ce que je pense, et je connais suffisamment le métier de chacun pour pouvoir dire honnêtement ce que je pense, mais je le dis sans violence. Je pense que je le dis avec bienveillance, pour que on ait un constat partagé, que les problèmes soient posés sur la table et qu'on arrive à les résoudre ensemble. Et je fais confiance aux professionnels de santé et au système de santé en général pour se transformer. Mais j'ose dire les problèmes. Et vous pensez que vous ne serez pas déçus par eux? Non. D'ailleurs, je n'ai aucune déception pour l'instant. On travaille très bien. On a, je pense, un dialogue franc avec l'ensemble des professionnels. Mais vous savez aussi que les fédérations hospitalières, les syndicats. Vous savez aussi que les difficultés vont. Vous savez aussi que les difficultés vont commencer. Bien sûr. D'ailleurs, vous avez dit. Oui, ce que vous avez dit dans Libération. Est-ce que ce sont des avertissements que vous leur lancez? Pas du tout. Mais qui aujourd'hui pense sincèrement que le système est viable sur le long terme? Il faut le dire. Nous sommes tous conscients que les défis devant nous sont énormes, que notre système a été pensé pour les maladies aiguës, pour des populations qui mouraient jeunes, avec un système de retraite qui était adapté, avec malheureusement des gens qui terminaient leur vie assez tôt après la retraite. Toute notre société a changé, les défis sont immenses, on en est tous conscients. Donc, soit on décide de s'y atteler maintenant en posant réellement les problèmes et les enjeux sur la table et en discutant tous ensemble pour essayer de trouver des voies de sortie, soit nous irons dans le mur collectivement si on ne prépare pas l'avenir. Nous savons que ces débats ne sont pas récents. Des philosophes, des historiens de la médecine en ont déjà parlé. Mais comment on tient les deux bouts? C'est quand même vous qui affirmez que vous êtes pour la science, pour la raison, vous l'avez dit, vous l'avez écrit, pour l'innovation, le progrès médical, mais aussi pour le social. Enfin, quelles sont les voies que vous nous tracez? Vous avez 5 ans, mais... Je ne vois pas en quoi les deux s'opposent, d'ailleurs. Oui, je pense au contraire. Non, au contraire, je pense que d'abord, c'est très important aujourd'hui de ramener le rationnel scientifique dans le débat public, et je m'y attache avec difficulté, vous l'imaginez, notamment en ce qui concerne les vaccins, mais je pense que l'obscurantisme s'est installé progressivement, notamment grâce aux réseaux sociaux, parce que l'État, les pouvoirs publics n'ont pas été à même de contrer. Donc j'affirme clairement la valeur des faits scientifiques, et le progrès médical va nous permettre probablement de répondre aux défis de demain. Et par ailleurs, je ne vois pas en quoi ce serait contradictoire avec la nécessité d'être solidaire, d'être attentif aux vulnérabilités. Au contraire. Mais alors, parce que parfois, concrètement, on va en parler. La stratégie nationale de santé, vous avez 4 axes. La prévention, les inégalités de santé, la qualité et la pertinence des soins. Axe le plus important pour les Français dans nos sondages de novembre, avec l'accès aux soins. Et enfin, les innovations. Alors,
vous avez fait une concertation nationale sur Internet. Est-ce que vous avez les premiers résultats? Est-ce que ça a d'abord été un succès en termes de volume? Vous allez présenter avec le Premier ministre les résultats de votre stratégie. Mais est-ce que vous pensez, quel levier vous pensez actionner pour réussir là où tant de bonnes volontés se sont fracassées? Parce que enfin, je ne veux pas reprendre, mais ça fait longtemps qu'on aborde ces sujets. D'abord, je pense avoir une vision très très claire de ce qu'il faut faire. Rien d'original, la Cour des comptes dit la même chose et je pense que tous les professionnels qui sont ici le savent. Nous avons le vrai virage de la prévention à prendre et c'est vraiment le défaut majeur de notre système de santé français. Et si on veut vieillir bien, en bonne santé, nous avons intérêt à avoir des comportements et un environnement favorable à la santé. Donc, l'axe 1 de la stratégie, c'est réellement la prévention. Ensuite, la pertinence et la qualité des soins, tout le monde le dit. Nous avons un système qui est très efficace, mais pas forcément efficient. Et donc, nous avons intérêt à le rendre plus pertinent. Nous savons qu'il y a énormément de gabegies. Ensuite, l'innovation, c'était une évidence avec notamment ce qui arrive, intelligence artificielle basée sur les grandes données de santé. Nos métiers de professionnels de santé vont considérablement se transformer. Donc, il faut qu'on soit au rendez-vous de ces transformations. Ça va probablement modifier également la façon d'exercer la médecine, mais on y reviendra peut-être. Mais Madame la ministre, ce constat, comme vous dites, il est connu. Alors c'est important, vous le portez très fortement, donc on peut imaginer que ça va avoir des effets, mais concrètement, comment vous allez les faire? D'abord, ce que je veux dire, c'est que la stratégie nationale de santé, je voudrais que l'objet soit clairement identifié. C'est un objet quasiment administratif qui doit être écrit tous les 4-5 ans de façon à ce que les agences régionales de santé puissent ensuite, sur la base de ces priorités, décliner leurs projets régionaux. Ça ne résume pas l'action du gouvernement. C'est une colonne vertébrale de l'action du ministère dans les 4 ans qui viennent. À partir de cette stratégie nationale de santé, il va y avoir des plans, des programmes avec des actions concrètes. La stratégie nationale de santé fixe des orientations, des grandes orientations et des grandes priorités. Elle ne décline pas ces orientations en actions. Donc les actions vont arriver. Les actions vont arriver. Bien sûr, les vaccins et le tabac ont été discutés dans le PLFSS parce que ça avait un impact sur les finances de la sécurité sociale. Mais la prévention ne va pas se résumer à augmenter le prix du paquet de cigarettes ou à faire vacciner les enfants. Et la concertation nationale ? Alors la concertation nationale a eu un grand succès. Je crois qu'il y a 4000 contributions sur le site Internet. Beaucoup ont réagi, toutes les institutions. Nous avons pris en compte beaucoup des réactions. Je suis en train de relire la dernière version qui sera officielle probablement la semaine prochaine et qui sera donc publiée. C'est un décret qui fixe la stratégie et à partir de cette stratégie, nous allons pouvoir décliner toutes les actions concrètes dans les années qui viennent. Et très rapidement, les différents plans. Le premier, ça sera probablement un grand programme de santé publique sur les actions de prévention et je suis d'ores et déjà en train de travailler en interministériel avec tous mes collègues sur les enjeux environnementaux, sur la santé au travail, sur la prévention à l'école et donc ça va se décliner dans un plan, dans un programme qui ne figure pas dans la stratégie. La stratégie, c'est simplement, ce sont des orientations. Reconnaissez qu'il y en a déjà eu. Vos 2 prédécesseuses avaient également fait de grands plans de prévention. Pourquoi vous réussiriez là où ça n'a pas, soi-disant, marché ? Pascal revient sur ma question. Il a raison. Je pense parce que d'abord, j'ai ce souhait chevillé au corps. En fait, il se trouve que du fait de ma spécialité médicale, je n'avais pas perçu à quel point la prévention est un enjeu. Je m'occupais de leucémie aiguë. Les leucémies n'ont quasiment pas de facteur de risque, et donc très peu. Et donc, je n'étais pas du tout sensibilisée aux enjeux de prévention. Dans nos études de médecine, on n'est pas non plus sensibilisé à la prévention. Ça n'est pas un sujet d'enseignement. Et c'est en arrivant à l'Institut national du cancer, quand j'ai réalisé que 30 à 40% des cancers étaient évitables, alors qu'on parle de ça comme une fatalité. Ça fait 80 000 morts en moins. 80 000 morts évitables, sans compter évidemment toutes les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Donc pour moi, c'est devenu une évidence. On ne peut pas s'intéresser à la santé des gens. En plus, je vais vous dire, c'est un enjeu pour moi de correction des inégalités. Parce que qui souffre le plus aujourd'hui des inégalités de santé, ce sont les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables, qui n'accèdent pas à l'information sur la prévention et qui, en fait, ont les comportements ou les environnements les moins favorables à la santé. Donc pour moi, c'est un énorme enjeu de solidarité et
de réduction des inégalités. Vous vous battrez pour et vous trouvez les solutions. Encore que l'on dit que face à la maladie, là, il y a tout le monde est. Une fois que la maladie est là, mais avant la maladie, je crois qu'il y a des inégalités énormes, et on le sait bien. En termes de qualité de vie, en termes de durée de vie, les différences entre les catégories socio-professionnelles sont énormes. Donc pour moi, c'est un enjeu d'égalité sociale. Parce qu'il y a les relations avec les professionnels de santé. Agnès Buzyn, est-ce que les partenaires sociaux avec lesquels vous négociez, notamment aujourd'hui, vous faites négocier au travers des conventions, ont-ils conscience de ces changements? Et la convention que vous menez, ou qui est menée en votre nom, est-ce que tout cela fonctionne comme il devrait être? Une autre manière de faire existe-t-elle, peut-être plus déconcentrée? Et alors, j'ai été très frappé par le fait que on dit qu'il faut rassembler l'hôpital et la ville. Pourquoi vous avez, d'ailleurs, comme vos prédécesseuses, balayé d'un revers de main, si vous me permettez cette expression un peu triviale, balayé d'un revers de main la création d'une agence nationale de santé qui aurait pu peut-être rassembler la ville et l'hôpital? Ce que propose la Cour des comptes. Oui, alors je voulais vous dire effectivement, merci Philippe, ce que propose la Cour des comptes. Je vais vous dire, on peut décider que ce qui va décloisonner l'hôpital et la ville, ou ce qui va décloisonner ou permettre plutôt aux différents professionnels de santé de travailler entre eux, ce serait de créer une agence. Moi, je pense que ce qui compte, c'est qu'on crée des tarifications vertueuses qui permettent, parce que ce sont des tarifications au parcours, que ce sont des tarifications qui prennent en compte la qualité, la pertinence, parce que ce sont des tarifications au forfait de soins, qui vont permettre ce décloisonnement. Je suis fondamentalement favorable au décloisonnement. Je trouve que quand je suis arrivée dans ce ministère, il y avait une opposition entre la ville et l'hôpital, des oppositions entre professionnels. J'ai trouvé un ministère, ou en tous les cas un paysage de la santé très fracturé, très en rébellion. J'essaye de l'apaiser, de faire en sorte de montrer qu'il y a de la place pour tout le monde, et il y a de la place pour tout le monde. Franchement, quand on voit les déserts médicaux, les défis de santé, je pense que nous avons intérêt et l'obligation de travailler ensemble, et je suis en train de faire en sorte que ces barrières disparaissent. Donc, pour moi, le seul moyen qu'elles disparaissent, c'est que les tarifications de la santé favorisent ces décloisonnements. Ça peut passer par une agence ou pas. Ce qui compte, c'est que l'outil soit là. Cette nouvelle tarification par pathologie, dans quel secteur? On est en train d'y travailler. Donc aujourd'hui, c'est trop tôt pour faire des annonces. L'article 35 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui vient d'être voté, est un article très emblématique de ce que je veux faire, puisqu'il va permettre des expérimentations d'organisations innovantes entre professionnels de santé, entre fédérations, qui va permettre des innovations tarifaires en termes de forfait de soins ou de tarification au parcours. Et donc, il faut que les professionnels de terrain s'en saisissent. Il faut que ça parte du terrain, il faut que ça parte de projets qui ont été pensés par des professionnels pour répondre à un défi de santé local. Mais l'article 35 va permettre énormément d'innovation et d'expérimentation. Est-ce que ça veut dire également moins s'appuyer sur les organisations avec lesquelles vous négociez, syndicales, qui n'auraient pas compris la force de votre volonté? D'abord, je travaille énormément avec les organisations syndicales et les fédérations hospitalières. En fait, tout le monde est conscient aujourd'hui de cette nécessité. Et pourtant, tout le monde se bat pour 2 ou 3 euros, madame. Oui, mais à la fois, ça, ce sont des discours, je dirais, officiel et nécessaire. Il n'empêche que sur le fond, tout le monde, absolument tout le monde est convaincu que c'est la seule solution et qu'il va falloir arriver à travailler tous ensemble. Donc, j'ai bon espoir. À partir du moment où on laisse la main aux professionnels de terrain, à partir du moment où on leur fait confiance, qu'on leur donne des outils d'expérimentation, de facilitation, de tarification, j'ai absolument confiance dans les professionnels pour s'en saisir. Ils ont envie d'innover. Eux-mêmes souffrent de ce cloisonnement. Mais il faut les aider. L'article 35, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu compliqué? Il y a un comité stratégique, un comité technique, il y a la HAS qui donne son avis. Non, la HAS fera partie du comité stratégique. Ça paraît un peu compliqué aux professionnels de santé. Non. Que les professionnels écrivent des projets,
Ensuite, mon rôle, ça sera de les faciliter, de faire en sorte qu'ils soient efficaces, enfin, qu'ils puissent se mettre en œuvre sur le terrain. J'ai d'ailleurs d'ores et déjà dit aux agences régionales de santé que je veux qu'elles soient en accompagnement. Voilà, et pas en contrôle a priori, mais bien en accompagnement et en évaluation a posteriori. On peut revenir sur la qualité des soins. C'est un sujet qui est pas nouveau, qui a au moins 20 ans. Et la qualité des soins, les opérations inutiles, comme vous disiez. Pourquoi vous ne faites pas des recommandations simples? Quand vous étiez à la chaise, vous aviez pris un peu cette voie. Alors, il y a le système en anglais, Choosing Wisely, et les recommandations. Pourquoi on est toujours dans des complications et les professionnels ne savent pas forcément très bien la recommandation à suivre? Est-ce qu'il ne faudrait pas impulser plus fortement, à partir des professionnels toujours, comme vous dites, des choses plus claires? Alors d'abord, pour revenir à la qualité, pendant des années, on a considéré la qualité des soins comme la qualité des process. Et quand on regarde la certification des établissements de santé, ça a été beaucoup des évaluations de la qualité des procédures. On a beaucoup parlé aussi de la sécurité des soins, qui est un enjeu. On a quand même très peu avancé le sujet de la pertinence des actes et des parcours. Donc, moi, je veux clairement, aujourd'hui, que la pertinence soit évaluée. Parce que je suis persuadée, et tout le monde le sait, qu'un grand nombre d'actes sont inutiles, sont redondants. Je ne parle pas, évidemment, parce que parfois on m'entraîne sur ce terrain-là, je ne parle pas du fait de faire un scanner qui revient normal. Ce n'est pas ça. Et il peut être tout à fait légitime de demander un scanner et qu'il revienne normal, fort heureusement. Ça n'est pas de ça. Comment procéder alors? C'est toujours la question de procéder. Ça nécessite effectivement des recommandations claires sur les bonnes pratiques. Et ça nécessite également que ces recommandations soient suivies de quelques indicateurs de qualité de parcours qui permettront ensuite aux professionnels de s'évaluer sur la qualité du parcours qui est proposé. Aujourd'hui, j'ai trouvé, en étant à la chaise, que les recommandations étaient trop éloignées des indicateurs de qualité. Et j'ai souhaité rassembler quelque part dans un même mouvement le travail qui était fait par les commissions et par les groupes de travail entre ce qu'est un parcours de soins, ce qu'est une bonne pratique et comment on évalue cette bonne pratique à la fin, parce qu'il va falloir être en capacité d'évaluer les bonnes pratiques sur le terrain ou les bons parcours. Autre question très, très importante sur les parcours, c'est les territoires. Est-ce que vous êtes favorable, et si vous l'êtes, comment vous pourriez faire, à une responsabilité territoriale, une responsabilité populationnelle, pour que sur un territoire, chacun ait accès au système, aux médecins, aux professionnels dont il a besoin, et qu'il y ait une sorte de maillage. Et vous avez parlé de ça à Cahors, c'était sympa Cahors? Pas trop. C'était intéressant, c'était très intéressant. Non, en fait, ce que je sens des territoires, c'est une urgence immense, une attente immense. Je crois que la fracture territoriale dans le champ de la santé n'a jamais été aussi grande. Et d'ailleurs, on l'a vu dans un sondage récent, la santé, pour la première fois, devient la deuxième préoccupation des Français après l'emploi. Je crois qu'on n'a pas vu, en tous les cas, pas tous vu, à quel point aujourd'hui il y avait une inégalité territoriale d'accès aux soins. C'est criant, les maires ne parlent que de ça, les départements ne parlent que de ça. C'est une urgence. Donc, ils veulent d'ailleurs que les médecins soient obligatoirement dans certains territoires. Je pense qu'aujourd'hui, notre système de santé, tel qu'il est organisé, n'est plus au rendez-vous de l'attente des Français, mais n'est plus au rendez-vous de ce qu'on doit aux Français. Parce qu'ils cotisent tous pour la sécurité sociale et à l'arrivée, ils n'ont pas le service rendu attendu. Donc, j'ai parlé de ça avec les fédérations hospitalières et les syndicats médicaux pour dire qu'il fallait tous autour de la table qu'on considère que nous avons une responsabilité territoriale. On ne peut pas, chacun individuellement, faire notre petite pratique isolée dans son coin sans se dire collectivement, parce que évidemment à l'échelon d'un professionnel, c'est pas à lui de couvrir le territoire, mais collectivement, comment est-ce qu'on rend service à une population qui est dans un désert médical, parce qu'il y en a de plus en plus. Et qui sera chef d'orchestre? Les ARS avec les élus et les professionnels. Je veux que tout le monde se mette autour de la table. Je pense par exemple que les contrats locaux de santé, qui sont un outil d'interface entre les élus, les professionnels et l'ARS, sont le bon outil pour réfléchir autour d'une table avec les trois parties prenantes à comment organiser une prise en charge correcte d'un territoire avec tous les leviers qu'on a proposés, tous les outils qu'on a proposés dans le plan territorial d'accès aux soins qu'on a présenté en octobre. Et en évitant
évitant les doublons, les Maya, les clics, les CPTS. En simplifiant le paysage, je suis frappée du millefeuille en arrivant dans ce ministère, du nombre de couches, du nombre de dispositifs qui sont à la main des territoires. Nous devons simplifier, c'est vraiment... D'ailleurs, je me suis astreint, et je l'ai dit à toutes les équipes, à ne créer aucune structure nouvelle en arrivant dans ce ministère. Vous avez un monsieur ou une madame simplification dans votre cabinet? Nous réfléchissons à lancer une mission sur la simplification parce que c'est indispensable aujourd'hui. Sincèrement, je ne peux pas décrire aujourd'hui l'ensemble des outils à disposition des territoires. Tellement ils sont nombreux. Je crois que nous avons besoin de simplifier. On n'est pas à la fois une personne atteinte d'un cancer et une personne atteinte d'un Alzheimer et une personne âgée. À un moment, il faut que tous les acteurs autour de la personne soient en capacité de se parler. Dans le cadre de notre devoir de suite, de journaliste, nous suivrons votre promesse. Vous allez voir. Nous verrons. On vous réinvite dans 6 mois. Dites-moi, Madame Buzyn, les établissements de soins français sont sous pression ou sous tension. Alors, il y a plus d'actes, il y a des baisses de tarifs, il y a des malaises des hospitaliers, il y a même des suicides, je l'ai dit en introduction, de jeunes, et notamment de jeunes médecins ou de jeunes infirmiers. On nous signale d'ailleurs des déficits de plus en plus importants dans les hôpitaux. Comment, alors, allez-vous concrètement adapter la T2A, le T2A qui a fait également son œuvre, dans une certaine mesure, ou son office? Vous parlez de regroupement de plateaux techniques, comment allez-vous les mener? Et surtout, précisément, y intégrerez-vous l'ensemble de l'hospitalisation privée et publique? Alors je ne vais évidemment pas aujourd'hui dévoiler tout le travail qu'on doit mener en 2018. Nous aimerions bien, ici au Contrepoint. Oui, j'imagine, mais... Nous ferions le buzz. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point la tâche est compliquée. Ah si. J'arrive franchement, dans un système de santé où on a laissé l'hôpital progressivement se dégrader. Et effectivement, la situation est assez problématique aujourd'hui. C'est lié au fait qu'on a voulu faire penser aux professionnels de santé qui travaillent dans les hôpitaux aujourd'hui qu'ils doivent être rentables, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas suffisant. C'est-à-dire que la mission de l'hôpital aujourd'hui n'est pas simplement la rentabilité, c'est de rendre un service à la population. Or, l'hôpital fait de la formation, l'hôpital reçoit les personnes les plus fragiles. Voilà, l'hôpital a des missions lourdes. Et l'hôpital doit être accessible à tous, sur tout le territoire, parce que c'est souvent, du fait de ces déserts médicaux, la première porte d'entrée vers la santé. Donc, le défi est immense. Je pense qu'il faut garder un maillage territorial important parce que les Français en ont besoin aujourd'hui, mais il faut clairement aller vers une gradation des soins. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire toutes les activités dans tous les hôpitaux de proximité. Donc, il faut qu'on s'organise pour la gradation des soins. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la T2A? La T2A fait que vous devez garder vos malades pour faire de l'activité. Donc, vous n'avez jamais aucun incitatif à transférer un malade pour une meilleure prise en charge, pour qu'il ait accès à un plateau technique, etc., de haute qualité. Donc, ça n'est pas vertueux. Donc, la T2A doit être accompagnée d'autres types de financements qui, au contraire, favorisent des parcours gradués, qui favorisent la qualité des soins, la sécurité des soins et la pertinence. Parce que la T2A, elle ne rétribue que l'activité. Mais si votre activité ne sert à rien, vous êtes payé de la même façon que quelqu'un qui décide de ne pas faire d'activité et qui est pertinent. Oui. Je vous coupe, excusez-moi. Elle a pourtant dynamisé certains hôpitaux. Elle a dynamisé, donc elle ne va pas disparaître. Elle ne doit pas disparaître. Il faut que ceux qui travaillent beaucoup soient rémunérés sur leur activité. Mais par ailleurs, il faut aussi que ceux qui disent, par exemple, non, madame, je n'ai pas besoin de vous opérer parce que votre genou peut encore tenir 10 ans, eh bien, il faut que celui-ci, il soit aussi récompensé par le fait qu'il dise à une patiente, je n'ai pas besoin de vous opérer. Alors, vous commencez par quoi, madame, vous commencez par quoi dans cette réforme de la T2A? Quelle est la prochaine étape? Parce que là encore aussi, le constat est partagé. Monsieur le Duc, vous le verrez. Aujourd'hui, le constat, ce qui est très important, je vais vous dire, ce qui est très important, d'abord, c'est que le constat soit partagé. Et aujourd'hui, plus personne ne nie que la T2A ne peut plus être l'unique mode de tarification des hôpitaux. C'est clair. Plus personne. C'est clair. Performance et efficience. Pardon. Performance, je n'aime pas trop ce mot-là parce que tout de suite, ça met comme votre prédécesseuse. Non, moi, c'est la pertinence qui m'importe. La pertinence. La pertinence, ça veut dire ne pas faire un acte quand on n'a pas besoin de le faire, ou au contraire, faire un acte très coûteux s'il est
utile aux malades. Et donc, le caractère financier est moins présent dans le mot pertinence que dans le mot performance. Donc, je tiens aussi à dire que le mot pertinence, qui n'existait pas jusqu'à il y a encore 6 mois, il est totalement rentré dans le paysage aujourd'hui. Tout le monde en parle. Et ça, je dirais que c'est ma bataille et ma victoire aujourd'hui. Vous parce devez que être pertinente et nous devons être impertinents. Allez-y. Et nous allons passer la parole à Renaud Degas qui va donner les résultats du sondage BVA qui a été réalisé pour les contrepoints de la santé. Et nous remercions notre partenaire BVA. Renaud, on t'écoute. Aujourd'hui, à l'occasion de votre venue, on lance le baromètre mensuel, donc on suivra à chaque contrepoint l'évolution de l'opinion. Et les Français sont aujourd'hui partagés. Philippe Leduc l'a signalé tout à l'heure. 43% d'entre eux estiment que le gouvernement va dans le bon sens, 57% dans le mauvais. Ça sera un point de départ où on regardera comment évolue l'opinion. Ce sondage aborde ensuite la pertinence des vecteurs d'information en santé pour les patients. Sans trop de grandes surprises, 61% des sondés mettent en premier les professionnels de santé comme les vecteurs les plus principaux. Alors, ce qui est un bon résultat, mais c'est aussi peut-être un résultat un petit peu au goût amer. Ça veut dire qu'il y en a quand même 39% qui placent d'autres acteurs au premier plan des informateurs en santé. Notons aussi que, ça c'est pour l'anecdote, 6% des sondés citent le ministère comme première source d'information. Voilà. Sur un autre... Saluons nos amis du ministère. Voilà. Quand même. C'est logique, on va dire. Concernant le zéro reste à charge, vous avez dans le sondage, 4 Français sur 10 croient à la faisabilité du zéro reste à charge en dentaire, optique et prothèse auditive. Après, chacun jugera si c'est un bon score ou pas aujourd'hui. Ce qui apparaît aussi, c'est qu'il y a peut-être un flou sur de quoi on parle quand on dit zéro reste à charge de quoi. Donc ça, on le suivra aussi avec attention. Ensuite, de sa façon plus large, concernant l'adhésion au sujet d'actualité en santé, l'adhésion est relativement large. Aucun des thématiques d'actualité ne remonte en dessous de 60% comme de pertinence concernant l'action du gouvernement. Toutefois, dans les 3 dernières thématiques les moins bons, dont le score est le moins bon, il y a la PrEP autour du VIH dont l'action du gouvernement est estimée pertinente ou allant dans le bon sens qu'à 76%. L'augmentation du prix du tabac, 66%, mais ça c'est pas étonnant, et 60% concernant le vaccin. Ce qui est peut-être plus étonnant dans ces résultats, c'est que concernant la PrEP, ce sont les 25-34 ans et les CSP+, qui estiment que l'action concernant la PrEP est pas va dans le bon sens. Donc ça, c'est un point intéressant. Du côté, ne regardons pas les 3 derniers. Du côté des thématiques plébiscitées, on trouve bien sûr en tête la prévention contre le stress au travail et l'offre élargie pour les maladies de thyroïde. Je pense qu'effectivement, l'actualité est très impactante. Ensuite, on note aussi un assentiment de l'opinion vis-à-vis des class actions, et ce qui est un phénomène relativement récent en France, mais malheureusement, je pense qui est un bel avenir. Ça, c'est pour les principaux résultats. Voilà. Et j'enchaîne sur les 2-3 questions de la salle. On vous écoute. Car aujourd'hui, on a plus de retweets de vos propos que de questions à proprement dit. Toutefois, on voit le point dur, je dirais, des préoccupations chez les professionnels, et elles se situent au niveau des libéraux, qui se sentent un peu perdus, un peu écoutés par leurs interlocuteurs, soit régionaux, soit nationaux, sans vouloir viser l'assurance maladie. Mais il y a une vraie inquiétude sur leur place, à la fois sur le dispositif territorial et aussi sur le virage de la prévention. Donc là, il y a vraiment une vraie question. Et comment souhaitez-vous les traiter et leur répondre sur ce point d'inquiétude, sur leur place dans le virage et la transformation du système de santé que vous prenez? Merci Renaud. Ça tombe bien parce que on voulait avec Pascal aborder le sujet du virage ambulatoire vers la ville. Parce que le virage ambulatoire à l'hôpital, comme dit Nicolas Revel, il s'est fait, mais en ville, c'est plus difficile. Alors, quels investissements, quelle organisation proposez-vous? Parce que pour l'instant, on dit qu'il faut développer les soins de ville par rapport aux pathologies chroniques, à la population vieillissante, mais on ne donne pas beaucoup de moyens. Il y a eu une polémique sur les soins non programmés. Vous avez dit aux médecins d'ouvrir plus largement leur cabinet pour
je caricature un peu, non, pas trop, un petit peu, pour accueillir les urgences. Et on connaît la problématique des urgences à l'hôpital qui est terrible, et on craint cet hiver des moments de rupture. Il y avait un numéro qui a été créé il y a 2 ans, 116-117, pour justement que les urgences aillent dans les cabinets médicaux. J'ai l'impression que c'est pas très développé. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la télémédecine va vraiment permettre de développer, de diminuer les délais chez les médecins spécialistes? On a l'impression quand même, jusqu'à présent, le virage ambulatoire vers la ville, tout le monde là encore veut le faire, c'est un constat clair. On ne voit pas bien comment on prend ce virage. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, on est tous d'accord que le virage ambulatoire est indispensable. Notre pays est encore trop hospitalo-centré pour beaucoup de pathologies. Moi, je ne veux pas que les médecins libéraux aient la sensation que, à l'échelon individuel, chacun dans son cabinet, il est en responsabilité de tout ça. C'est pas possible. Moi, je comprends le stress d'un médecin libéral à qui on dit faites plus de prévention, occupez-vous des maladies chroniques. C'est pas du tout ça le message. Évidemment, ils font leur métier, ils travaillent énormément, ils sont indispensables à notre système de santé et notamment au virage ambulatoire. Ce qu'on doit donner maintenant à la médecine libérale, ce sont des outils et des organisations adaptés pour répondre aux enjeux de prévention, aux enjeux des maladies chroniques. C'est-à-dire qu'on leur donne les outils pour travailler avec d'autres professionnels, pour éventuellement mieux organiser, mieux se répartir les tâches, notamment dans certains territoires. On sait que ça se fait déjà, alors qu'ils n'ont pas les outils tarifaires pour le faire. Donc, il faut que la médecine libérale entende que ça n'est évidemment pas à chaque médecin dans son cabinet, avec tous les efforts qu'il fait pour prendre en charge les patientèles de plus en plus âgées, de plus en plus complexes, que je demande de prendre en charge. Non, le ministère se doit de mettre à la disposition des médecins libéraux, et c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui avec les syndicats, des outils qui leur permettent des organisations facilitantes. Et donc, c'est totalement dans notre responsabilité que de leur mettre ces outils à disposition rapidement. Et ça ne sont pas des injonctions, faites mieux, alors qu'on change rien au système. Et des outils, c'est quoi? C'est un forfait structure? Parce que les maisons de santé, c'est jamais que 5 à 10% de l'offre de soins. Il faut leur redonner du temps médical. Il faut que la prévention puisse être valorisée. Alors, c'est pas forcément par une consultation ou par un acte, ça peut être d'autres dispositifs. Il faut que le travail en commun et la coordination des soins de différents professionnels puissent être également valorisés. Donc, ces outils-là, aujourd'hui, existent peu. Il y en a certains, mais ils existent peu. Il faut qu'on les rende plus efficients, qu'on les généralise et que chacun, progressivement, je dirais, s'engage dans une réflexion à ce moment-là où, là, chacun va devoir faire un effort à l'échelon individuel que de devoir s'emparer de ces outils. Mais aujourd'hui, je ne jette absolument pas l'opprobre sur les médecins libéraux qui, au contraire, ont à absorber une charge de travail de plus en plus importante. C'est notre responsabilité. Et le 116-117, alors est-ce que vous allez... Il y a une réflexion en cours sur les numéros d'urgence, sur la permanence des soins, c'est pareil. Je ne dis pas aux médecins libéraux, ouvrez vos cabinets plus longtemps. S'ils le font pas, c'est qu'ils sont fatigués, qu'ils travaillent énormément. Par contre, il faut que dans des organisations territoriales, on soit capable de proposer aux Français une permanence des soins. Elle peut être partagée avec l'hôpital, elle peut être partagée entre professionnels de santé. Il faut qu'on l'organise. Mais je ne dis pas à chaque professionnel, ouvrez votre cabinet jusqu'à minuit. Là aussi, sur un territoire, quoi. C'est une responsabilité collective. C'est une responsabilité collective. Ce que je souhaite maintenant faire vraiment réaliser avec les syndicats médicaux, c'est que aujourd'hui notre système ne répond plus. Ils ont compris. Oui, je crois que tout le monde l'a compris. Les Français n'en peuvent plus quand même. Il faut aller sur les territoires, il faut aller dans les villages. Les gens ne parlent que de ça. Donc nous ne rendons plus le service que nous devons rendre, alors que 100% des Français cotisent à la sécurité sociale. Donc notre système n'est plus adapté. Et je le répète, ça n'est pas chaque médecin individuellement qui doit être en responsabilité. C'est l'État qui doit fournir des outils qui permettent aux professionnels libéraux ou aux professionnels hospitaliers de mieux organiser les soins sur les territoires. Mais moi, j'ai été quand même frappé, même si on s'en doutait, notamment quand nous sommes journalistes médicaux comme nous. Mais enfin, les Français, ce que nous dit le sondage BVA et Renault il y a quelques instants, font quand même très massivement confiance aux médecins, aux professionnels de santé d'une manière générale. Mais ça a toujours été vrai, et moi je considère que c'est un atout extraordinaire, parce que quand on va vouloir
justement faire ce vrai virage de la prévention, si les médecins ont le temps de faire passer ces messages de prévention, ils vont être entendus. On le sait par exemple pour le dépistage du cancer du sein, quand une femme reçoit un courrier pour aller faire une mammographie gratuite, elle y va dans 30% des cas. Quand elle demande à son médecin si c'est bien de le faire et que le médecin dit oui, elle y va dans 82% des cas. Donc, donc les médecins ont une voix, ont un poids, et heureusement, simplement aujourd'hui, on ne leur a pas demandé de faire ça. Ils ne sont pas valorisés pour ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a de grandes chances que la prévention puisse prendre toute sa place, comme elle l'a dans les autres pays, notamment les pays nordiques. L'affaire du lévothyrox vous a marqué? Oui, un peu. Un peu. Alors on passe à la question suivante. On va poursuivre. Non, un mot lévothyrox, parce qu'on a deux sujets encore importants à traiter avec vous. Un mot sur lévothyrox quand même. Bon, lévothyrox, ça traduit deux choses. D'une part, une immense défiance des Français. Damien. Des Français vis-à-vis de la parole publique et donc un problème vraiment de crédibilité aujourd'hui de la parole publique. Quand l'Agence du médicament fait changer une formulation d'un médicament pour le rendre plus stable et que l'ensemble des Français qui prennent ce médicament ont l'impression qu'on leur ment, alors qu'on essaye de faire mieux, c'est grave. Donc il y a un enjeu évidemment de crédibilisation de la parole publique, de la parole experte. Bon, mais ça on le sait, il n'y a pas que dans le champ de la santé où il y a un problème. Et puis, un deuxième problème qui est notre incapacité à parler aux patients, aux usagers du système de santé. En fait, tout notre système d'alerte et de communication médicale est tourné vers les professionnels de santé. Nous n'avons aucun outil aujourd'hui pour parler au grand public et donc ça a été un déficit d'information vis-à-vis des patients. Merci. J'ai lancé une mission pour travailler sur ce sujet. Oui, absolument. Avec un confrère médecin journaliste. Réseau également. Le reste à charge zéro, c'est un grand sujet. Et puis un autre sujet qu'on veut aborder absolument, c'est les innovations, les médicaments. Les réseaux également, les réseaux. Et les réseaux. Ben ça on va y arriver. On va y arriver. On se dépêche. Sur le reste à charge zéro, qui va inclure les réseaux, ça représente 4,4 milliards. Reste à charge zéro, donc on le sait, c'est pour le dentaire, pour les prothèses dentaires auditives et pour les lunettes, quelle que soit la monture ou pas. Donc définition d'un panier de soins. Aujourd'hui même, la mutualité fait des propositions fiscales, diminuer la TVA sur les lunettes et la taxe sur les contrats. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Et deuxième chose, que les mutuelles, les assureurs, aient plus de liberté de manœuvre pour faire contractualiser avec les professionnels de santé via des réseaux ouverts et fermés. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Tu as de jolies lunettes. C'est pas des lunettes de marque. D'ailleurs, elles coûtent pas cher. Alors, sur le reste à charge zéro, 43%, 4 Français sur 10 y croient. Donc vous avez une bonne cote de confiance, là encore. Les négociations commencent. Alors, fiscalité, réseau, quel est votre point de vue ? Alors d'abord, les négociations commencent et elles sont très différentes sur les trois sujets. Ce ne sont vraiment pas les mêmes enjeux. Donc, nous sommes bien avancés avec les chirurgiens dentistes sur la revalorisation des actes de prévention, le prix des prothèses, etc. Donc, le travail est en cours et je pense qu'on va arriver à un panier de soins remboursable à 100%, remboursé à 100%. Quand je dis 100%, c'est à la fois évidemment par les complémentaires et la part obligatoire. Même sur les prothèses. Mais l'identification du panier de soins est en train de se finaliser dans le cadre des négociations conventionnelles. Et donc c'est ça la première étape, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui doit être remboursé. Parce que probablement tout n'a pas à être remboursé. Certaines choses sont des choses de luxe, superflu, ou en tous les cas... sur les prothèses dentaires, il y a un reste à charge énorme aujourd'hui. Vous êtes verrez, confiante. la négociation avance et je crois que l'assurance maladie rencontre les chirurgiens dentistes aujourd'hui. Donc voilà, le travail On est tout à fait d'actualité. Ensuite, sur l'audioprothèse et les lunettes, les filières ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il faut qu'on décrypte exactement la filière, la chaîne de valeur, où est-ce qu'on peut faire des économies, où est-ce qu'on peut ne pas en faire. Le travail vient de démarrer, il a démarré en novembre. Nous sommes le 15 décembre, donc le travail est en cours. Par contre, par rapport aux propositions de la mutualité française, elles m'ont été envoyées hier soir, je ne vais pas dire l'horaire, mais assez tard. J'étais un peu malheureusement préoccupée par l'accident de
de Milas, et sincèrement, je n'ai pas pu en prendre connaissance. Donc elles sont présentées aujourd'hui à la Mutualité française. C'est le livre blanc de la Mutualité avec des propositions dont acte. Elles vont faire l'objet d'une négociation. Sincèrement, je ne peux pas commenter aujourd'hui des propositions que je n'ai pas vues. D'accord. Donc voilà, on peut dire que vous n'êtes pas opposé aujourd'hui, par définition, vu que vous ne les avez pas vues. Ni opposé, ni favorable, ni rien. En fait, je ne les ai pas vues parce qu'elles m'ont été envoyées hier soir tard et que je gérais une crise malheureusement mais vous assez pensez douloureuse. que dans les 5 ans, enfin, vous êtes déterminé à y arriver sur un panier de soins réduit mais correct. Tout ça représente 4,5 milliards quand même. Plus que correct, de qualité. De qualité, le nécessaire de qualité, pas du bas de gamme. C'est pas ça l'objet, parce que si à la fin les Français ont l'impression qu'on leur a promis un reste à charge zéro pour leur donner vraiment le strict minimum, on ne sera pas au rendez-vous des attentes. Donc c'est la qualité, mais pas le superflu. J'arrêterai là. Les lunettes, non. Et sur les réseaux, est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus de liberté de manœuvre non. Sincèrement. Vous ne pouvez pas vous prononcer aujourd'hui? Non, là vous me laissez négocier. Je ne sais pas combien de temps prendront ces négociations. Le sujet est quand même assez complexe. Sincèrement, il y a énormément d'acteurs qui ont des intérêts divergents. Et donc, voilà, il faut mettre tout le monde autour de la table. C'est assez long et assez compliqué. Sur la télémédecine, innovation organisationnelle, important, mais oui. Oui. Est-ce que vous lui donnez, vous donnez l'impression que vous lui donnez de la chance, une chance, puisque en réalité vous sortez ce dossier dont on parle depuis plusieurs années. Mais est-ce que vous considérez réellement, pour plusieurs pathologies notamment, que cela va vraiment résoudre nos problèmes? D'abord, la réalité, c'est qu'elle existe déjà, la téléexpertise sur le terrain. Elle existe au quotidien. N'importe quel professionnel de santé peut vous dire qu'il a pris une photo d'un grain de beauté un jour chez un malade et l'a envoyé à un copain dermatologue. Je veux dire, ça se fait déjà. Ça se fait, ça n'est pas cadré, ça n'est pas tarifé et ça rend des services énormes dans certaines pathologies, dans certains territoires. Donc on arrête de se dire je ne veux pas voir ce qui se fait, on prend acte que c'est utile, que ça se fait déjà, on négocie effectivement maintenant avec les médecins la tarification autour d'un acte qui devient un acte médical. Donc, si c'est un acte médical, parce que c'est comme ça va être une consultation, ça doit répondre aux mêmes règles que les actes médicaux, c'est-à-dire à la fois ça doit faire l'objet d'un tarif, mais ça doit faire l'objet d'un cadrage, d'une sécurité. Je pense que la médecine ne peut pas être faite par téléexpertise ou télémédecine. Je pense que quand un enfant de 11 ans a très très mal au ventre et qu'on ne sait pas s'il a l'appendicite, il va falloir à un moment lui poser la main sur le ventre. Voilà, ça n'est pas de la télémédecine ni de la téléexpertise. Il y a d'autres choses qui peuvent se faire en télémédecine et en téléexpertise sans danger. Par exemple, la dermatologie, vous l'avez cité, l'ophtalmo, par exemple. Pas tout, parce que de temps en temps, il faut palper. L'ophtalmo, parfois. Il faut faire de la médecine, quoi. Voilà, il y a exactement. Certains actes de médecine. Les médecins sincèrement, savent bien. Transférer une image d'IRM pour un accident vasculaire à un service de radiologie compétent, ça se fait déjà tout le temps. Oui, mais le directeur, M. Revel, a dit un coup de téléphone, ça ne suffit pas pour déclencher des remboursements. Non. Et il est fort, Nicolas Revel. Il est trop fort. Non, mais c'est bien, il a raison. Mais il y a un peu de cadrage. Excusez-moi, une consultation médicale, ça impose quand même d'écrire quelque chose dans un dossier, ça impose d'avoir déshabillé le malade, de l'avoir examiné. Ça dépend. Donc, une consultation, c'est cadré. Donc l'acte de téléconsultation sera un peu cadré, heureusement. Dernière question, Madame la Ministre, sur l'innovation médicamenteuse. Oui. Dieu merci, il y a des innovations qui sont très performantes, avec des prix très élevés pour certains, même très très élevés quand ça concerne une personne, quand on prend des cellules d'une personne, qu'on les modifie, qu'on les réinjecte. Il y a une demande d'une mise sur le marché de plus en plus précoce. Il y en a même qui veulent supprimer les phases 3 pour les remplacer par des cohortes d'extension, comme le patron de l'Institut Gustave Roussy. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un risque pour les Français de ne pas accéder à un médicament du fait du prix, assez tôt, avec retard, et évidemment l'industrie pharmaceutique qui considère qu'il devrait y avoir beaucoup plus de souplesse. Quel est votre point de vue en cancérologie en particulier, sujet que vous connaissez très bien? Bon, c'est un sujet, effectivement, que je connais très bien, du fait de l'INCa, du fait de la Haute Autorité de Santé. Et du fait que vous soyez hématologue, parce que finalement... Oui, enfin, en gros, je connais. C'est sûr. Oui, Madame connaît. Je vois à peu près de quoi on parle. En pratique, on peut rassurer les Français. Aujourd'hui, il n'y a pas un citoyen français qui n'a pas accès à un médicament parce qu'il serait trop cher. Pas un. Et ça va continuer.
C'est mon engagement. Et assez précocement. On n'est pas l'Angleterre. On ne fait pas des choix en fonction du coût de la vie ou du prix de la vie, appelez-le comme vous voulez. Donc ça, c'est mon engagement parce que la société française ne le tolérerait pas. C'est une société qui est fondamentalement attachée à l'équité. Donc, tous les Français accéderont à tous les médicaments s'ils sont utiles, quel que soit le prix. Mais il faut aussi rassurer les Français. J'entends beaucoup de choses sur le fait que la fixation du prix est trop longue, que ça prend trop de temps, que la négociation est trop longue. On a un système extraordinaire qui sont les ATU, qui font que quand un produit est utile et dont on sait qu'il va apporter un bénéfice énorme, les ATU permettent aux Français d'accéder à ce médicament avant l'AMM européenne. Mais pas dans toutes les indications. S'il y a une nouvelle indication. Oui, mais après... Alors, non, il n'y a pas un petit blocage à ce niveau-là? Il y a une petite difficulté qui est liée à l'immunothérapie, au fait que certains médicaments peuvent avoir une AMM au début sur une indication et ensuite vont développer d'autres indications. On va le régler, c'est un problème technique. Ça va être réglé. C'est un problème technique. Mais les ATU permettent clairement l'accessibilité avant tout le monde, bien avant la plupart des pays européens. Parfois 1 an avant l'Allemagne. Donc, voilà. Donc vous rassurez les Français. Rassurer les Français. Ce temps de la négociation, il est important parce que le prix des médicaments est élevé, nous le savons, et donc nous avons besoin du temps pour négocier. Merci Madame d'être venue à la tribune des contrepoints de la santé. Merci. Allez, quelques remerciements, Pascal. Merci à nos partenaires et nos équipes, à Philippe Leduc et Renaud Degal. Nous avons été heureux de vous retrouver. Merci Pascal.